Hi everyone, my name is Marie McGrogan and I am the Clinical Advisor for TG Aiken. On behalf of Aiken, I would like to extend a very warm welcome to you all and say a huge thank you for joining us today. I recently produced a white paper focusing on the psychological impact of stoma-forming surgery. And during the research and development, it became quite evident that whilst there has been huge progression within the quality and efficacy of both products and services, it was also abundantly clear that the psychological impact of stoma formation continues to be a considerable issue for many patients. Studies frequently highlight that body image is significantly disturbed by stoma formation, affecting self-esteem and satisfaction with self. And as we know, self-esteem concerns the positive and negative feelings people have about themselves. In other words, it shows how valuable people consider themselves to be. With the loss of essential body function, many stoma patients face difficulties in everyday life on a physical, psychological and social level. Self-efficacy is described as the belief of the individual in their ability to finish tasks. And there is no doubt it hugely influences and helps build self-esteem. With this in mind, we are now embarking on our third webinar in a series of 4, which focus on the psychological impact following stoma formation. Today's webinar will explore altered body image and self-esteem for ostomates, and it gives me great pleasure to introduce you to today's expert speaker, Laurie Beaubrun-Dion. Laurie is a psychotherapist, a doctor in psychology since 2019 and has specialised in the care of people with an ostomy. At the end of Laurie's presentation, we will then move into a 15-minute question and answer session. Please feel free to enter any questions into the chat box throughout the presentation, and we will endeavour to answer when Laurie has completed. On behalf of Aiken, I would like to say a massive thank you to Laurie for agreeing to present and share her wealth of experience today. Over to you, Laurie. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie le laboratoire Aiken de me permettre d'intervenir sur le thème suivant que j'ai intitulé « Impact psychologique de l'astomie sur la qualité de vie, image du corps, estime de soi et anxiété ». Il s'agira tout au long de cette présentation de répondre à cette question, comment contribuer au rétablissement du patient en dépit de l'astomie. J'aborderai cette communication sous 4 angles de vue en m'appuyant tout d'abord sur mon expérience clinique avec les personnes stomisées que j'ai accompagnées, mais aussi sur les différentes recherches développées. Je m'appuierai principalement sur un article qui a fait l'objet d'une publication portant sur l'impact psychologique de l'astomie et explorant également le rôle de l'image du corps, l'estime de soi et l'anxiété sur la qualité de vie. Enfin, concernant les recommandations que je vous laisserai, je m'appuierai sur le livret éducatif Osons parler stomie, dont j'ai coordonné et qui est mis en place à destination des professionnels de santé par l'Union des stomisés du Grand Sud. Les objectifs de cette communication seront triples. Les premiers seront effectivement de revenir sur les conséquences psychologiques de l'astomie, conséquences physiques, mais aussi conséquences physiques. Il s'agira également d'explorer les différents facteurs d'adaptation. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qui permet aux patients de s'adapter? Et enfin, de revenir sur quelques recommandations utiles pour votre pratique quotidienne. Les finalités seront de vous donner effectivement des clés pour mieux accompagner le patient, pour faciliter le renforcement du sentiment de contrôle et également son autogestion par rapport à l'appareillage et contribuer à son rétablissement et à la réhabilitation vis-à-vis de son corps. Qu'est-ce que l'on peut dire au final? C'est que la confection de l'astomie, quelle que soit sa durée, qu'elle soit temporaire ou définitive, quelle que soit la pathologie ou le contexte de mise en place, place le patient dans un état de vulnérabilité. Ce dernier peut éprouver un sentiment d'impuissance apprise, c'est-à-dire une perte de confiance en ses capacités.
Ceci est renforcé par une incapacité à reconnaître son image, à une perte d'intégrité corporelle, mais également une perte de repère quant à la satisfaction de son corps et aux potentialités de son corps. Tout ceci conduit à une perte d'homéostasie, une perte d'équilibre due à une incapacité à reconnaître son corps. Le corps connu devient un corps étranger, un corps qui n'est plus unifié, mais un corps au final qui peut être également inquiétude. Mais au final, qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que l'image du corps? Le corps humain, c'est ce qui nous permet d'entrer en relation avec autrui. C'est ce qui nous permet d'être au monde et d'exister au monde. Bruchon de Suézer va parler de corps-objet. Le corps, au final, c'est ce que nous voyons, c'est ce que vous, infirmiers, vous allez toucher dans votre soin. À la différence de l'image du corps, elle est subjective. C'est l'image que nous avons de notre propre corps, que nous formons dans notre esprit et qui nous apparaît tel qu'il est. Donc, on parlera dans ce cas de corps-sujet. Ainsi, l'on peut dire que l'image du corps inclut différentes composantes, telles que les sensations et les impressions éprouvées. On est donc dans la composante sensorielle et affective. On inclut également les représentations et l'image, les images mentales que se font le patient de son corps. Et là, on est plus dans une dimension cognitive et évaluative. Ainsi donc, l'image corporelle, c'est la représentation que l'on nous faisons de notre propre corps. Elle est subjective et elle est construite à la fois par les expériences vécues par le patient, par les relations avec autrui et par les expériences tant sensorielles et corporelles vécues par l'individu. Ainsi, l'image de corps, elle n'est pas unique, mais elle est multiple. Il n'y a pas une image du corps, mais il y a plusieurs images de corps. À l'image d'une maison, elle a plusieurs facettes. Qu'est-ce que va au final engendrer la confection de l'astomie? La confection de l'astomie ainsi que la maladie va introduire une déchirure chez le patient et bouleverser les repères qui ont été construits à travers le temps. C'est à la fois l'ensemble des fondations de la maison qui sont ébranlées. Comme disait André Lehmann, toute atteinte physique s'accompagne d'une atteinte psychique. Qu'est-ce qu'il ressort de la littérature? On voit qu'au niveau physique, l'image du corps est perturbée et altérée, l'estime de soi est impactée et également un questionnement se met en place concernant l'attirance et la séduction vis-à-vis d'autrui. Au niveau psychologique, on voit apparaître une détresse psychologique avec bien sûr la présence de stress, un niveau d'anxiété qui est présent en amont de la confection de l'astomie et bien sûr une dépression qui peut émerger. Ce qui engendre principalement, chez les patients en tout cas que j'ai pu voir, la présence d'isolement social et également ce qui va impacter leur relation sociale avec une difficulté de reprendre leur activité sociale. De point de vue symptomatique, on voit apparaître ce que j'appelle les pathologies du corps, tout ce qui est de l'ordre des dysmorphophobies ou des dysmorphies qui a trait à l'attirance physique. Et bien sûr, il faut prendre en considération les autres aspects, tout ce qui est de l'ordre des plaies péristomiales, des complications, mais aussi questionner également comment, d'un point de vue financier, le patient vit cette situation. Dans le cadre de mon étude, qui a regroupé 35 patients, dont 12 porteurs d'une stomie temporaire et 23 porteurs d'une stomie définitive, de point de vue méthodologique, on a tenté de répondre à cette question. Est-ce qu'au final, il y a des différences dans le vécu des personnes porteuses d'une stomie temporaire ou définitive? Mais aussi, on a tenté d'explorer le rôle de l'image du corps, de l'estime de soi et de l'anxiété.
Arrêtons-nous un petit peu sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? L'estime de soi est une dimension essentielle à l'identité. Elle renvoie à la fois à l'ensemble des sentiments, des attitudes et jugements positifs ou négatifs que l'on éprouve envers soi-même. Elle est composée à la fois de la confiance en soi, de la vision de soi et de l'amour de soi. Qu'est-ce qui ressort de mon étude? À la fois que le trio image du corps, estime de soi et anxiété vont impacter négativement la qualité de vie. Mais ce qui est le plus au final impressionnant dans cette étude, c'est qu'on note que les patients qui ont une stomie temporaire, on observe que une, une, un confort émotionnel, une absence de détresse est caractérisée par une bonne estime de soi physique valorisée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le patient va se focaliser et s'appuyer sur ses capacités et ses performances physiques. Donc, il va regarder aux potentialités de son corps. Contrairement aux patients porteurs d'une stomie définitive, on voit bien qu'ils vont s'appuyer qu'un confort émotionnel s'appuie à la fois sur une image du corps et une estime de soi émotionnelle valorisée. Ça veut dire quoi? Qu'au final, les patients qui ont une stomie définitive vont s'appuyer à la fois sur la bonne image de leur corps, mais également le contrôle et la maîtrise de soi-même, de leurs émotions. Ainsi donc, on voit bien que plus le patient a une bonne image de son corps, plus au final, il a une bonne estime de lui-même et plus il jouit d'une bonne qualité de vie et moins il y a de détresse émotionnelle. On voit donc que d'un patient à un autre, notamment, il est important de souligner que dans cette étude, les personnes porteuses d'une stomie temporaire étaient vraiment dans une délégation des soins, donc ils ne prenaient pas en charge leur stomie. Les personnes porteuses d'une stomie définitive étaient beaucoup plus acteurs dans leurs soins. On voit bien donc que différents facteurs d'adaptation sont mis en place. Mais arrêtons-nous sur deux patients que j'ai pu suivre. La première était porteuse d'une iléostomie et avait du mal à faire face au débit des selles qui était important, qui conduisait à la fois à de nombreuses fuites et également des complications stomiales. Au niveau de l'alimentation, elle n'arrivait pas à trouver un confort alimentaire. Cette patiente, au final, elle décide de s'y référer à un centre de stomathérapie et d'aller voir à la fois une diététicienne pour reprendre en main son alimentation. Donc, on voit que cette patiente, elle est dans l'action et au fur et à mesure, avec la stomathérapeute et également la diététicienne, elle tiendra à la fois un carnet pour comprendre les aliments qu'elle arrive à digérer et avec la stomathérapeute, elle va acquérir différentes compétences concernant le soin. Contrairement à une deuxième patiente qui, elle, avait effectivement de nombreuses fuites, qui n'osait pas faire appel à une stomathérapeute et là était vraiment dans une focalisation anxieuse de sa stomie et n'osait plus sortir de son domicile. Elle était dans une délégation de soins, donc elle ne prenait pas soin de sa stomie de peur de se faire mal ou de se confronter également à son corps qui effectivement, de son point de vue, avait changé. Revenons au final à la communication. Qu'est-ce que l'on voit au final apparaître? Qu'il y a deux types d'adaptations présentes. Pour la première patiente, on est dans une adaptation beaucoup plus optimale, où là, on observe dans la littérature que l'autonomisation dans le soin facilite l'adaptation et également réduit la détresse émotionnelle. On voit apparaître également que la recherche du soutien social, informationnel, donc ressources informationnelles ou encore techniques sur la gestion des soins et des différentes étapes de soins facilite le confort et l'adaptation du patient. Notamment, la compréhension et l'information des différents appareillages contribue à une meilleure adaptation.
pour la première patiente qui là avait une adaptation optimale, elle avait des comportements à la fois d'essai et d'erreur et de vérification, ce qui lui permettait de renforcer sa confiance en elle et également son estime d'elle-même. À la différence de la deuxième patiente, on est vraiment dans une inadaptation. On voit un repli sur soi, un isolement, une incapacité à reprendre des activités sociales, l'émergence également de pensées irrationnelles, le désengagement dans le soin et la délégation de soins, et bien sûr, une difficulté à résoudre et à comprendre l'émergence et les sources des différentes complications. Différents auteurs ont mis en évidence que la personnalité, il est important de prendre en considération cette personnalité, et on voit que les personnes introverties ont plus de difficultés à s'adapter. La disponibilité à la fois psychique, mais aussi disponibilité d'autrui, facilite là aussi l'adaptation. Et bien sûr, une éducation aux soins est essentielle. Tremblay invite à rechercher les différents stresseurs qui placent le patient dans un inconfort. Ainsi donc, on peut se demander à ce stade comment contribuer au rétablissement du patient. Il va falloir, en tant que nous soignants, travailler à la fois l'image du corps du patient. Et travailler l'image du corps, c'est prendre en considération les différentes représentations du patient. Donc, faire preuve d'écoute pour comprendre où en est le patient. Il va falloir également revaloriser à la fois l'amour de soi du patient, l'estime de soi du patient et sa confiance, notamment par la valorisation du patient. Ceci va nécessiter de s'appuyer sur deux grands principes que j'aime beaucoup. Donc, l'homéostasie, amener le patient à retrouver un équilibre, donc à retrouver une maîtrise de soi-même, notamment par le renforcement des compétences aux soins, donc comment je fais le soin. Et également, deuxième grand principe, l'homéodynamique, principe qui vient de Claude Bernard et également d'Isabelle Filiosa, qui parle du corps messager et qui indique effectivement qu'on va devoir impulser une stimulation et une dynamique qui va contribuer à un changement chez le patient. Mais concrètement, comment faire? Comment faire en pratique? Il va falloir à la fois pour un patient qui effectivement ne souhaite pas ou prendre en charge sa stomie, faire preuve de guidance par vos mots. Donc, au final, ça va impliquer de laisser le choix au patient. Il s'agira verbalement également d'amener le patient à comprendre les différentes étapes de soins. Également, il va falloir, vous allez au final travailler l'autocritique du patient, sa prise de décision et l'amener à cette réflexivité sur comment au final résoudre un problème. Donc, c'est l'inclure et l'impliquer par la parole. Ça implique certes la parole, une action, mais aussi une réflexion. Autre technique, c'est travailler la sensorialité. Travailler la sensorialité, c'est votre toucher qui va faire soin et qui va amener le patient à se réhabiliter. Il s'agit d'une technique basée effectivement sur la focalisation corporelle qui consiste à amener le patient tout d'abord à se baser sur un point précis de son corps et à faire évoquer ses ressentis. C'est le premier temps. Dans ce deuxième temps, il s'agira d'amener le patient, après expression de son ressenti, à avoir et à ressentir sa gestuelle. Et point important, à l'inviter à planifier une action, c'est-à-dire à le rendre acteur, notamment dans son soin. Ça se fait étape par étape. Ceci demande à la fois du temps, mais aussi de l'expérience. Mais au fur et à mesure, on arrive dans des mesures qui sont réparatrices et qui contribuent à une meilleure maîtrise de soi et à une meilleure réhabilitation également de son corps. Mais bien sûr, il y a la part du patient. Et la part du patient, c'est appuyer sur tout ce qui est de l'ordre des autosoins. Principalement chez les femmes, différents rituels de soins sont mis en place. Donc, il faudra vraiment amener le patient à se détacher de cette stomie et à s'appuyer sur d'autres
surface de son corps et à trouver du plaisir à partir de d'autres espaces du corps. Pour cela, il faudra passer par différentes étapes. Donc, on arrive aux différentes recommandations et du livret qui a été élaboré par l'Union des stomisés du Grand Sud, dont j'ai contribué. Il va s'agir de repérer à la fois les différentes demandes du patient. Est-ce que c'est une demande liée à l'intégrité de la peau péristomiale, à une complication, une demande plutôt d'ordre psychologique ou une demande plutôt communicationnelle? Est-ce que le patient il va amener au final et avoir cette liberté de se dire, au niveau de ma vie intime, je n'arrive pas à reprendre mes relations sexuelles. Enfin, il va falloir évaluer le degré de la demande et le type de demande. Est-ce que c'est plutôt une demande pour mieux gérer le soin, pour mieux s'approprier le soin, ou est-ce que c'est une demande où au final le patient est tellement anxieux ou ne se reconnaît pas dans son corps, a une difficulté à reprendre ses activités? Il va falloir au final observer comment le patient là s'adapte. Est-ce qu'il a plutôt une attitude basée sur l'action ou plutôt une attitude où il se renferme sur lui-même? Et bien sûr, évaluer s'il y a des difficultés sexuelles, bien que ceci nécessiterait davantage de temps et également une formation pour repérer le type de difficultés sexuelles. Informer à la fois la triade, les patients, la famille, parce que la famille peut au final seconder le patient et prendre en charge le changement de la stomie, et également les différents aidants. Donc, voir quel type de prise en charge personnalisée et quel type de stratégie thérapeutique qu'on peut mettre en place. Enfin, accompagner en repérant en amont effectivement l'ensemble des demandes et voir est-ce qu'effectivement il serait judicieux d'ouvrir le patient à une prise en charge psychologique, renforcer ses compétences à la gestion des soins ou encore ouvrir à un vécu expérientiel avec une personne stomisée. Donc, renvoyer le patient et faire découvrir le patient les différentes associations existantes. En somme, pour conclure, il va falloir, cela va nécessiter de votre part de s'appuyer, de construire une alliance thérapeutique avec le patient. Donc, cette alliance va se construire par un contrat qui va passer par la capacité au patient et également vous-même de vous permettre de dire, et le patient cette liberté de se dire, la capacité également de prendre plaisir dans ce qu'il fait. Donc là, en l'occurrence, dans le soin, quand je le fais, est-ce que je prends plaisir à le faire? Mais également la capacité à tenir compte de ces différentes ressources. Donc, est-ce que j'ai les capacités et les ressources nécessaires pour le faire? Enfin, il va falloir éduquer aux soins. Éduquer aux soins, c'est comme on a vu, c'est faire preuve de guidance parentale, donc que votre parole soit un intermédiaire et que votre toucher soit soin pour le patient. Pour cela, vous allez vous appuyer certes sur la sensorialité, sur la guidance, mais aussi sur différents outils, notamment outils de l'entretien motivationnel. Ils aiment beaucoup les acronymes, donc par exemple le DFD, le fait de demander au patient ce qu'il a compris des soins que vous venez de faire, lui fournir des informations en fonction de ses demandes et lui demander est-ce qu'il aimerait d'autres informations ou acquérir d'autres potentialités. Ça va nécessiter de votre part de faire preuve de découverte guidée. Découverte guidée, c'est vous laisser conduire par la dynamique du patient et accepter là de ne pas au final être dirigeant, mais laisser le patient être acteur dans le soin et acteur dans ce qu'il souhaite faire. Enfin, prendre en considération ce maillage, ce trio soignant, famille et patient en prenant en compte également la pathologie et renforcer les compétences de soins du patient. Pour cela, il va s'appuyer sur les différents gestes techniques, amener le patient et vérifier si le patient sait résoudre et repérer les complications. Et là aussi, lui donner une visibilité sur la connaissance des différents appareillages existants. Prenons les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, les appareillages, notamment une pièce et 2 pièces mis en place par Ekin, facilitent la préhension de cet appareillage. Je crois que ça, il faut l'amener, l'indiquer aux patients. Là aussi, montrer aux patients ce qui est existant, notamment le Willis Adhesive Remover. Donc, c'est principalement
s'appuyer sur le fait que, au niveau des odeurs, ça peut masquer les odeurs. Et enfin, montrer et mettre en évidence l'importance de la pâte cohésive. Je conclurai ainsi en disant que notre rôle est d'amener le patient à découvrir ces ressorts invisibles dont il est porteur, l'aider à entrer en amitié avec son corps, à se traiter avec bienveillance, avec respect et douceur. Et cela passera notamment par les soins donnés et ce que vous allez pouvoir leur dire. Enfin, je dirais que vous êtes un maillon indispensable aux patients et il va falloir aussi travailler en pluridisciplinarité, ce qui peut faciliter tant votre confort s'il y a détresse psychologique du patient et amener le patient à se réapproprier ce corps qui peut être certaines fois morcelé. Je vous remercie de votre attention.